le 27 mars, c'est aussi la date d'anniversaire de notre première énorme galère. En gros, nos 3 premières sessions de formation se sont, plus bien passées pour notre client, mais très mal passées pour nous. Bonjour et bienvenue sur Origine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Léo Cohen, qui est cofondateur de Certifia, qui est un centre de formation pour les professionnels sur les outils d'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous allons raconter son histoire. Léo, bienvenue. Salut Pierre. On est à Paris aujourd'hui. Tu vis à Paris, t'es parisien? Paris sous un beau ciel bleu et moi je viens directement de Vaucresson. Vaucresson, c'est la première fois que j'entends parler de Vaucresson, c'est où? Et tu pas le premier qui me dit que c'est la première fois qu'il en entend parler, c'est juste avant Versailles. Ok, bah, je suis né près de Versailles. D'ailleurs, je suis C'est né à Versailles. pour les Parisiens qui aiment un peu, la verdure et être, un petit peu hors de Paris, c'est un super endroit. Ok, et c'est la première fois que tu participes à un podcast, c'est comme ça? C'est pas la première fois que j'ai la chance, de participer à un podcast et on en a fait également, pour Certifia. On a fait participer du monde, dans des enregistrements, des tournages vidéo. Oui, vous propulsez un podcast au nom de Certifia pour mettre en avant vos clients ou Alors c'est quoi la stratégie? on a fait essentiellement des retours, vidéo sur un format d'interview. Ouais. Donc on a conduit un peu ces interviews, mais qu'on n'a pas encore publié à titre de podcast. Parmi vos clients, justement, alors avant de parler des clients, je pense que ça vaut le coup de parler qu'est-ce que Certifia? Comment tu pourrais le décrire de façon simple? Certificat très, très simple, on répond à une mission, c'est la démocratisation de l'usage de l'IA en entreprise. Pour le faire, on forme les collaborateurs d'entreprise, donc de TPE, PME ou de grands groupes, à des nouveaux outils sur leurs propres tâches et on le Ok. fait systématiquement en présentiel. Donc, on a un formateur qui est attitré à une équipe sur laquelle, il doit concevoir un programme de formation, pour revoir tout un métier avec de l'IA. Ça fait combien de temps que tu as lancé cette société? Date de naissance de Certifia, c'est le 27, mars 2024, Ok. donc 1 an maintenant, et une grosse, grosse, grosse aventure sur 1 an avec, de belles phases d'accélération. Ouais. C'est pas notre première aventure entrepreneuriale, on est 3 cofondateurs. Ensemble, on avait créé Certiféo auparavant et aujourd'hui, on est à 100 sur Certifia. Parce que l'IA existe depuis des dizaines d'années maintenant, mais elle s'est démocratisée notamment par l'IA générative, ChatGPT, Claude, Gemini, etc. C'est vraiment ces avancées majeures, le côté un peu grand public, finalement, qui vous a poussé à lancer cette aventure? C'est en effet le côté grand public et le moment où on a compris que, les sujets d'IA sont pas réservés à des équipes tech Ouais. ou à des équipes, purement, avec une grosse appétence, sur les sujets innovants. Quand concrètement, mmh, toutes les entreprises ont commencé à être affectées, dans leur quotidien par ces sujets-là. Nous, on a rapidement, voulu rentrer, dans ce game comme: «OK, on va vous former à ces nouvelles technos et comment faire en sorte que ça fasse vraiment partie de votre quotidien avec le bon cadre de règles et les bonnes méthodes». Absolument. Donc Certifia 2024, si j'ai bien suivi. Avant ça, Certifio. C'est quoi la différence entre les deux structures ou entre les deux noms de marque? Alors déjà, le point commun, c'est que, ce sont 2 structures focalisées sur la notion de montée en compétences. Ok. Certifia est entièrement dédié et consacré à de l'intelligence artificielle en B2B. Certiféo était uniquement B2C sur le sujet de la reconversion professionnelle vers des métiers en tension. Ok. Concrètement, Certiféo, son but et ce qu'on en a tiré, c'est qu'on a formé plus de 600 personnes vers des métiers en tension, qui avaient du mal à recruter, Ok. et donc on a offert de nouvelles carrières complètement, des vrais changements à 180° à, monsieur et madame tout le monde et on a fait ça pendant un certain temps jusqu'à devenir, assez proche, par exemple, de France Travail. Ok. Et tu parlais de donc Certifia, donc avec l'avènement de ces IA génératives grand public, est-ce qu'il y avait un besoin de ton marché? Est-ce que c'était un besoin que tu as ressenti de la part de tes clients, que tu avais déjà avec Certifio? Ou est-ce que tu t'es dit, bon, allez, vas-y, ChatGPT, ça marche, il y a énormément de téléchargements sur l'App Store, je vais me positionner sur l'IA et offrir des formations en IA. Comment ça c'est venu tout ça? Ouais, bah, ça vient plus du fait que nous, on a appris pendant longtemps avec Certiféo à travailler sur ces changements et ces montées en compétences
pour une personne et sur des changements assez précis et on est 3 cofondateurs animés, par ces sujets tech. Ouais. On pouvait pas laisser passer le train en disant: «Attends, heu, on utilise nous-mêmes ces technos, on est convaincus de l'impact que ça a à l'échelle d'une équipe, d'une entreprise». Ça tombait sous le sens pour nous de dire: «Attendez, faut qu'on arrête ce qu'on fait, venez, on fait une pause. Faut absolument qu'on conçoive quelque chose pour les entreprises sur la base de ce qu'on sait faire». Toi, t'en penses quoi de cette grande vague de l'IA? En plus, ce qui est impressionnant, c'est que il y a 2 3 ans, on a vu, les premières versions de ChatGPT, les versions LLM, grand public et j'ai l'impression que c'est pas que ça stagnait, mais que les évolutions étaient assez lentes et maintenant je vois une progression, une hyper concurrence qui se fait. Quand je regarde ce que fait maintenant Gemini 2.5 Pro, Claude 3.7, ChatGPT 4.5, on est vraiment sur des modèles. Alors moi, c'est très spécifique parce que je fais beaucoup de développement informatique avec. Je trouve que Gemini et Claude sont très, très puissants par rapport à ça. Comment tu la perçois cette évolution de l'IA? Est-ce qu'on pourrait parler d'une révolution industrielle telle qu'on l'a connue avec la machinerie, plusieurs dizaines d'années, enfin plusieurs même siècles avant? Une révolution, oui. Ce que j'aime bien dire ou le mot que j'aime bien employer, c'est surtout un changement de paradigme dans la conception qu'on a du travail. Comment on envisage le travail. La comparaison que je fais souvent, c'est concrètement il y a 25 ans, on n'avait pas pris l'habitude, on ne savait pas travailler avec internet. Ouais. On a appris à travailler avec internet. Aujourd'hui, on n'imagine plus travailler sans internet. Je pense qu'on assiste en ce moment à de nouveaux outils, qu'il s'agit de prendre en main parce que ça fera partie de notre quotidien assez naturellement, dans les prochaines années, même si, aujourd'hui, ça fait, couler beaucoup d'encre, le l'IA. Est-ce que l'IA va nous remplacer? Ouais, ouais. Ça fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Je pense que, beaucoup moins dans les années à venir. Par contre, on en aura un usage assez naturel, Ouais. plus le temps passe. Et là, depuis 2-3 ans, donc on voit le développement de l'IA. Et là, je suis vraiment impressionné ces 6 derniers mois. Je trouve qu'on est passé sur des modèles. Enfin, je te prends toujours l'exemple du coding ou du développement logiciel, sur des modèles qui sont de plus en plus performants. Où est-ce que tu vois l'IA dans 1 an, mais même dans 5 ans? Qu'est-ce qu'elles seront capables de faire, ces IA, selon toi? Le grand sujet, ça va être l'autonomie dans la gestion des tâches, des IA et la capacité à capter en effet, un pain ou une requête, pas forcément bien formulée et je pense que c'est un peu là l'enjeu Ouais, d'un utilisateur lambda pour aller chercher un résultat ultra poussé, heu et surtout je pense que c'est bien là l'enjeu, la capacité à s'intégrer dans la vie de tous les jours. Moi, mon sujet, c'est l'intégration dans le cadre professionnel. ouais, Ça s'apprend, ça nécessite des méthodes. Je pense que le gros sujet, c'est de comprendre à quel point on ne parlera plus d'IA dans 3 ans. ouais. Pourtant, à quel point ça fera encore plus partie de nos vies pour un utilisateur lambda, Bien sûr, bien sûr. C'est qu'aujourd'hui, elles sont génératives, donc elles génèrent du texte, avec un langage naturel. Hem, Elles vont devenir généralistes et donc elles sont capables d'exécuter, de exactement, planifier et d'exécuter c'est exactement ça. et notamment, il y en a une, qui cette IA chinoise, je ne sais pas si tu as entendu parler, Manus Bien sûr. IA, où il y a 3 IA différentes et moi, je les fais j'adore, hein. Le soir, je prompte et le lendemain, quand je reviens, il me dit: «Bah, écoute, j'ai travaillé 6 heures cette nuit et voilà ton résultat». Exactement. Ça, je trouve ça incroyable. C'est fabuleux. Les retours que j'ai moi, bah, après je vais parler de ce que je connais, mais quand toi tu fais, par exemple un avant-après à l'échelle d'une soirée. Ouais, Quand tu vas toucher à un outil et revenir le lendemain en te disant: «Waouh, ce qu'on peut générer». Moi, le gros travail, en tout cas que je peux constater, c'est à l'échelle d'une équipe ou de professionnels ouais, qui vont prendre, leur propre cas d'usage en nous expliquant, sur une tâche, qu'ils vont prendre X heures et être X personnes dessus, avec tel niveau de complexité et après de faire du coup le avant-après, absolument. avec un travail avec de l'IA. Aujourd'hui, c'est un peu moi ce que j'arrive, à mesurer. Et justement, alors sur les types de clients que tu as, c'est-à-dire ce sont des professionnels qui travaillent dans des entreprises, tu as quelle typologie de professionnels qui deviennent des étudiants? Alors, on est arrivé en adressant essentiellement le marché des TPE-PME. OK. Parce que c'est des structures d'entreprise, pour lesquelles, on avait des offres suffisamment adaptées. Le chemin, se faisant, on a été amené à accompagner beaucoup de grands groupes aujourd'hui, OK. et on travaille essentiellement et c'est là notre force, on travaille par vertical métier, donc par groupe de métiers au sein d'une même entreprise.
Notre cible, du coup, est assez large. Il y a des verticales métiers qu'on accompagne beaucoup mieux que d'autres. Les verticales, par exemple, la verticale des experts comptables, OK, des métiers particulièrement affectés par, ces ouais, nouveaux outils. Heu, la verticale du travel aussi, pour ne pas la citer, qui OK. est peut-être, un peu plus exotique, mais tout aussi impactée. Et bien entendu, d'autres métiers qu'on connaît, comme les métiers du market, les métiers de la com, les métiers du dev, par OK. exemple. Alors justement, il y a un comptable qui vient te voir, il dit: «Écoute, moi j'ai mon entreprise comptable, je souhaite former mes employés à l'IA. Qu'est-ce que tu ça va être quoi le parcours de formation? Qu'est-ce que tu vas leur apprendre?» Heu, quand on se fait typiquement, contacter par un cabinet d'expertise comptable, 1er point, on n'a pas de programme généraliste adapté pour son CAB et c'est pour ça qu'on est bon, je pense. Concrètement, quand on nous sollicite pour une journée de formation, on aura systématiquement 2 promesses et c'est un peu ce qui revient en fil d'Ariane, sur tout un parcours client. La première, c'est d'apprendre un nouveau langage Ouais, et la deuxième, c'est d'apprendre à collaborer avec son assistant virtuel. À partir de ces 2 promesses, on rentre dans un parcours de formation. Comment ça se passe? Tout démarre sur, l'audit auquel on va soumettre, l'entreprise. Concrètement, le but de l'audit, c'est pour nous de comprendre, l'infrastructure IT de ouais, l'équipe, leur stack d'outils bien sûr, ouais. l'organisation de l'équipe en elle-même, leurs tâches. L'idée, c'est qu'on balaye, suffisamment d'informations pour que le formateur, qui va être dédié à l'équipe en question, puisse concevoir un programme de formation OK. pour les équipes et uniquement pour ces équipes. Et là, on rentre en effet dans le parcours de formation à partir du programme qui a été conçu par le formateur. On a des calls de cadrage en amont de la formation pour Ouais. s'assurer qu'on répond vraiment aux enjeux rencontrés par l'équipe. OK, Et toutes les formations se font le jour J en présentiel. OK. Donc le formateur, qui est expert de la thématique, se rend avec les équipes dans leur bureau, avec eux, pour les former sur leurs tâches et avec des nouveaux outils. Et donc en fait, donc, ouais, ce que tu expliques, c'est que ce ne sont pas des parcours qui sont, gravés dans le marbre. Vous faites vraiment au cas par cas. Vous identifiez les thématiques ou les besoins de vos clients et ensuite vous construisez un parcours de formation Exactement. et ça va durer plusieurs jours ou une journée généralement? Alors, une formation chez Certifia dure en effet une journée pour une équipe de 12 personnes, à condition que le niveau soit homogène au sein des 12 personnes. Si en effet le niveau est trop disparate, on a systématiquement une demi-journée d'acculturation qui, pour le formateur, permet de travailler dans des conditions complètement différentes. Tout le b.a-ba qui est en effet, qu'est-ce que chat? Le paramétrage de chat, Ouais, voilà, tous les sujets un peu en amont, en général, on le fait sur une demi-journée d'acculturation, OK. de façon à ce que la journée de formation, qui dure 8 heures, soit vraiment 8 heures efficace et qu'il y ait OK. vraiment avant-après, ces interventions-là. Alors on parle beaucoup d'IA, mais comment ça se concrétise? Est-ce que vous leur apprenez juste à utiliser ces modèles grand public, ChatGPT, Claude et cetera? Ou est-ce que vous fournissez des LLM qui sont customisés pour leurs besoins? On 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 n'a pas particulièrement, nous, d'intérêt, de présenter un outil plutôt qu'un autre. En fait, ça découle essentiellement du travail de veille que nous on fait et surtout que les formateurs avec lesquels on travaille font. On va en effet avoir tendance à former une équipe typiquement sur un LLM classique comme Chat. L'idée, c'est déjà que l'équipe devienne assez, experte de ce sujet-là pour pouvoir, penser d'autres cas d'usage et avancer un petit peu sur, Ouais. sur leurs tâches et comment on pourrait compléter ça. Par la suite, ce qui vient systématiquement, c'est quel triptyque d'outils on va pouvoir utiliser en complément du LLM présenté. OK. Heu, pour ne pas le citer, le triptyque, ChatGPT, Perplexity, Gamma, Ouais. qui marche, particulièrement bien. Peu importe le secteur d'activité, on va rester sur des experts comptables. C'est un triptyque d'outils qui marche assez bien. OK. L'idée, c'est qu'en effet, sur une première partie de journée, donc comme je te le disais, on apprend un nouveau langage. On va apprendre du coup à utiliser, un LLM et des IA et sur la deuxième partie de journée, là, on va rentrer dans le travail de travailler et collaborer avec son assistant virtuel. Ça passe pour nous, en effet, par la création de GPT pour une équipe, mais surtout de les rendre autonomes Ouais. sur ces sujets-là. Ouais. Concrètement, eux, comment pourraient-ils faire pour concevoir un GPT? Et c'est un peu le travail qu'ils vont aborder. Tu parles de comment parler à ces IA. J'imagine que tu parles de prompting, hein. C'est vrai qu'il y a une grosse, dynamique autour du prompt engineering. Est-ce que, justement, c'est quoi un bon prompt? Comment on parle à une IA? Ah, c'est une super question. Je pense à Hugo avec qui je travaille, pour lequel c'est un sujet absolument, passionnant.
Moi, je dirais à mon niveau, en tout cas, c'est un parler, en fait, tout simplement méthodique. Ouais, C'est accepter qu'on s'adresse à une machine, qu'elle a besoin d'un niveau assez important d'information pour nous délivrer un résultat, suffisamment satisfaisant. ouais, Donc, on voit passer différentes méthodes, différents acronymes. En effet, je pense que le b.a.-ba qui est, le contexte, le rôle et le résultat attendu, sont les absolument. immanquables. On peut bien entendu itérer, pour aller plus loin dans la perfection du prompt. Mais je pense que déjà ce b.a.-ba et cet acronyme, il est pas mal à retenir. On m'a souvent demandé: «Pierre, comment tu promptes?» parce que c'est vrai que les IA, moi, je les utilise tout le temps, d'un point de vue professionnel ou personnel. Et en vrai, j'ai pas une manière de prompter. Je pense juste que, comme tu le dis, plus tu donnes d'informations sur ce que tu veux obtenir et plus tu vas avoir un résultat qui correspond à ce que tu veux obtenir. Et notamment, j'aime bien prendre ce parallèle, c'est qu'au début, j'avais souvent l'habitude de taper mes prompts. Le problème de taper les prompts, c'est que ça prend du temps. Et maintenant, en fait, je parle à mes IA avec le microphone. Pourquoi? Parce que ça prend moins de temps, c'est plus direct et j'ai beaucoup plus de choses à dire. Et généralement, quand j'utilise mon microphone, vous voyez, la réponse de l'IA derrière est beaucoup plus alignée avec ce que j'attends. Bien sûr, parce que alors déjà, je suis obligé de faire un gros disclaimer pour tous ceux qui vont nous écouter. S'il vous plaît, téléchargez l'application, au ChatGPT et utilisez le microphone Ouais, pour prompter. Déjà, c'est un tips qui vous changera la vie, bien sûr. et en effet, je suis 100 fois d'accord avec toi. Quand on se retire les contraintes de la rédaction, forcément, en parlant, on va abreuver, Chat ou d'autres LLM de différents détails et je pense que c'est là tout l'enjeu. Accepter de donner plus d'informations, de surcommuniquer. Nous, on utilise beaucoup le terme en formation de super stagiaire, de Ouais, concevoir en effet un chat comme son super stagiaire. ouais, Et je pense que l'image, en tout cas, ce qui marche bien pour moi et ce qui marche bien aussi pour les apprenants de certificat, c'est d'accepter que, on s'adresse à un LLM comme on pourrait s'adresser à un enfant, à ouais. qui il faut vraiment qu'il faut vraiment prendre par la main et à qui il faut vraiment tout expliquer, tout détailler, même dans notre façon de travailler, de ce qu'on attend de lui. En fait, quand on conçoit, la machine comme ça, je pense qu'on apprend à travailler autrement et on a du coup les réflexions que tu as pu dire: «Mais Oui, comment tu promptes? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as pu donner comme instruction, pour avoir un tel résultat?» ouais, absolument. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que prendre le cas de l'enfant, de l'employé ou de l'assistante, en fait, c'est finalement parler à son IA comme tu parlerais à un collaborateur ou une vraie personne. Tu as un objectif en tête, tu vas pas lui dire: «Fais-moi un business plan». Fais-moi un business plan dans lequel tu fais une projection sur 3 ans, sur 5 ans avec tel, capital de départ et finalement, voilà, tu lui parles comme à une vraie personne et derrière les résultats sont sublimes. Alors j'ai 2 questions, c'est pour ça que j'ai un peu buggé, mais la première c'est: à quoi ressemble un comptable avant votre formation et après votre formation? Heu, je dirais que c'est une profession déjà qui va concevoir, ses tâches, autrement. Déjà dans la pénibilité de certaines tâches qui peuvent être purement, reloues parfois. Ouais, Je vais parler pour que ce soit beaucoup plus clair, un expert comptable typiquement a beaucoup de recherches à faire sur, des recherches de TVA ou de règles sur une plateforme qui s'appelle le BOFIP. ouais, La plateforme, j'invite tout le monde à jeter un œil dessus. C'est absolument, pour quelqu'un qui connaît pas, c'est absolument imbuvable. Même pour un expert qui doit se balader sur BOFIP, aller faire de la recherche documentaire ou de loi ouais, dessus, c'est ouais, pas simple. On comprend aujourd'hui qu'on peut, paramétrer un GPT qui va tout simplement travailler sur le BOFIP et du coup que le reste du travail pour un expert, ça va être d'échanger avec son assistant qui est conçu pour ne travailler qu'avec le BOFIP. Tout de suite, c'est une autre façon de bosser ouais, et donc forcément, c'est une autre façon de concevoir le travail pour cet expert comptable. ouais, C'est aussi quelqu'un qui va passer peut-être plus de temps avec son client. Aujourd'hui, c'est une fonction qui est particulièrement affectée par, certains sujets, qui passe peut-être moins de temps avec, ses clients. Alors que c'est là où justement, ils apportent beaucoup de valeur. Bah, du coup, un expert formé, c'est souvent une personne qui va reconsidérer sa façon de bosser. On parlait d'expert comptable, est-ce que tu as d'autres corps de métier justement qui sont votre typologie de clients, les Heu, plus populaires? ouais, on est assez généraliste dans notre approche, donc on a la chance de travailler avec beaucoup de typologies de clients. On rencontre beaucoup de métiers. On travaille avec des équipes marketing, des équipes com, forcément qu'on forme sur, énormément d'outils avec qui on s'éclate en général. Bien sûr. Hem, je dirais Je sais pas si c'est le moment de le placer, mais ce qui est intéressant,
c'est aussi qu'on travaille sur différentes régions avec Certifia. OK. En eff et c'est aussi un point qui est hyper intéressant dans la vitesse d'adoption de l'intelligence artificielle. Nous, on est né à Paris. On a plus de 30 de plus de 30 formateurs sur toute la France métropolitaine, mais on est aussi super présent à La Réunion et OK. super présent, d'ailleurs, on a créé Certifia Antilles-Guyane OK. sur tout le marché et toute la région, des Antilles et de la Guyane et on assiste du coup, à une vitesse d'adoption qui est peut-être un peu différente, avec des sujets d'intérêt qui sont peut-être un peu différents et une façon d'aborder les choses qui diffère. Et aujourd'hui, comment enfin, vos clients, comment vous les trouvez? Aujourd'hui, bah, déjà, comment on les trouve? En ayant une machine commerciale assez bien rodée. Premier point. Même si on n'est pas beaucoup, on est 3 cofondateurs. L'un de nous, a pour, rôle le développement de cette machine commerciale. OK. On travaille, en effet, avec une petite équipe, directement, qui fait partie de Certifia. On compte aussi, de l'IA comme, membre, permanent de l'équipe, Ouais. et de l'IA texte ou de l'IA, vocale, Ouais. bien entendu. Ouais. Hem, on a la chance aussi d'avoir, des clients qui parlent de nous et qui parlent beaucoup de nous et qui OK. parlent, toujours en bien et ça joue beaucoup dans notre machine commerciale. Et comme je te l'ai dit, on travaille aussi par région, Ouais. donc on a aussi des stratégies qui sont adaptées. Donc c'est une approche B2B, vous contactez les entreprises. En fait, ma question se posait sur, il y a un tel besoin que c'est les entreprises qui vous contactent ou justement vous êtes dans un effort justement d'éduquer ou de prospection ou ça peut être, un mix des 2, évidemment? On a fait un certain travail d'évangélisation, donc on a fait beaucoup de conférences, de pitch pour parler de notre sujet et donc en effet aujourd'hui je pense qu'on est sur, du coup Hugo le dirait mieux que moi, mais on est sur un 70-30 entre les inbound et les outbound. OK. On a la chance d'avoir quand même beaucoup d'inbound, soit c'est 70 d'inbound je pense et J'imagine 30, d'outbound. et ça va s'accélérer. C'est le but. Tout le monde reconnaît aujourd'hui le besoin de l'IA, hein. Les détracteurs d'il y a un an sont devenus les meilleurs amis, en tout Et cas. et ce qui est fascinant, c'est que, et c'est le schéma classique, au sein des entreprises qu'on accompagne, on a toujours les 3 profils c'est systématique. On a, le chef de file, donc la personne de l'équipe Ouais. qui utilise de l'IA depuis un moment, qui a une forte appétence pour, ces sujets-là, et qui est hyper, bullish souvent, sur, «OK, on va se former, c'est hyper important». Tu as ensuite, les personnes qui suivent et qui sont un peu mitigées, mais qui attendent de voir et systématiquement la personne qui est contre, pour plein de raisons. Parce que ça marche pas, parce qu'on va se faire remplacer, Ouais, qui est systématiquement contre et ce que j'adore moi, c'est de re-rencontrer l'équipe après la formation, absolument. et de voir un peu, les sourires sur chacun de comment on bosse maintenant avec de l'IA. Est-ce que c'est une question d'âge et de génération? Ou ça a tendance à être une question d'âge? Ça a peut-être un peu tendance à être une question d'âge et de perception du travail, en fait. Heu, cependant, j force est de constater que, souvent nos meilleurs apprenants sont ceux qui sont, le plus avancés dans leur carrière, on va dire. OK, Pourquoi? Parce qu'ils prennent les choses avec méthode. bien sûr. Quand on parle typiquement de prompting, on Ouais, était sur le sujet. Souvent, ce sont ceux qui vont apporter le plus de détails, et le plus de méthodes sur ces sujets de prompting, donc qui ont les meilleurs résultats. absolument. Donc paradoxalement, c'est souvent, les plus réfractaires qui ont des très bons résultats. IA, remplacement de job, destruction de job ou changement de dynamique autour de leur domaine de compétences? Ils vont devenir, par exemple, le développement informatique, hein, je suis davantage maintenant un développeur, je suis plus un prompteur. C'est un peu ça, hein, c'est comme ça que je le ressens finalement. C'est que, enfin pour moi, je te laisserai donner ton opinion par rapport à ça. C'est que effectivement, les détracteurs ont peur que leur job disparaisse par rapport à ça. Moi, ma réponse, c'est que ton job, il va pas disparaître parce que ton expérience et ton expertise te sera toujours, enfin, apportera énormément de valeur par rapport à l'IA, hein, parce qu'il y a toujours le sens critique de l'être humain, la créativité. Mais en même temps, tu vas devoir apprendre à devenir un prompteur. C'est exactement ça et le sujet, c'est qu'on l'IA ne va pas remplacer des professions. Par contre, ne pas pour ces mêmes professions, ne pas utiliser d'IA, en effet, c'est courir un risque et sur le sujet de l'expertise, je suis 100 aligné, c'est toujours la même chose, 80-20. En effet, l'IA va faire 80 du job. Le 20 restant, c'est ce 20 qui est lié à l'expertise humaine, au regard qu'on a sur nos métiers, Ouais, nos connaissances, notre savoir-faire et c'est ça qui fait la différence. absolument. Donc en effet, pour ça, il faut savoir prompter systématiquement
mais connaître son job pour pouvoir faire bosser l'IA dessus, c'est vraiment le point game changer et je pense qu'on a Ouais. beaucoup trop tendance à l'oublier parce que comme je te disais, ça fait couler beaucoup d'encre de dire qu'on va se faire remplacer. Foncièrement, je pense que c'est faux, donc est-ce que des métiers sont à risque? Oui et non. On a vu beaucoup de métiers évoluer au cours du temps. Je pense que là, il s'agit pour certains métiers aussi d'évoluer. Je vois, et j'imagine que toi aussi, je vois des limites à l'IA. Aujourd'hui, par exemple, l'un des défauts principaux les défauts principaux que je vois, c'est l'hallucination. Parfois, elles ont tellement envie de te faire plaisir qu'elles te font halluciner des données, ce qui peut être dangereux, hein, dans certains cas. Et le deuxième défaut que je vois aussi, c'est ce qu'on pourrait en anglais, c'est le brain replacement. Mmh, C'est-à-dire que maintenant, je vais plus faire appel à mon esprit critique, mais je vais laisser l'IA me dicter ce que je dois penser de quelque chose. complètement. Hem, je sais pas sur quel point, revenir en premier. Le sujet des hallucinations, c'est je sais pas si tu as le schéma de la pyramide inversée, quand tu promptes, pour arriver sur des résultats, du coup, les moins Ouais, pertinents. Pour ça, pareil, tout à l'heure, je faisais la petite note de cours, en disant: «Si vous voulez utiliser la fonction vocale». Cette fois-ci, je fais la petite note de cours: ouais. «S'il vous plaît, utilisez la fonction éditer du prompt», avant de tout simplement redonner une instruction. Je pense que ça va changer la vie de beaucoup de monde. Hem, c ce que j'en pense du coup, de ces sujets-là, je pense que c'est assez symptomatique du fait que tout le monde a besoin de se former, forcément je vais prêcher ma paroisse, mais tout le monde a besoin de se former sur ces nouvelles technos, ces nouveaux sujets, bien que tout le monde ait envie de pianoter, Mmh. et que ça semble facile. Je pense qu'il faut respecter un certain nombre de règles déjà pour avoir un résultat convaincant, aussi pour ne pas être déçu, pour ne pas se confronter à des bêtises, tout concrètement sur de la hallucination, sans oublier qu'on est toujours sur un modèle probabiliste pardon, de réponse, voilà. Et dernière question et après ce que je voudrais, faire, alors on va remonter aux origines, mais on va pas remonter aux origines depuis ton enfance et ton adolescence. Je te propose qu'on le fasse en inverse. Parce que là, on a bien parlé de l'entreprise, peut-être de comprendre aussi, qu'est-ce qui vous a amené à vous 3 à lancer cette, entreprise, mais peut-être parler aussi de tes expériences professionnelles et peut-être de ce qui te passionnait quand tu étais à l'université, adolescent et cetera. Ouais, carrément. Mais juste avant, comment tu le vois le futur de ton entreprise dans 5 à 10 ans? Est-ce que ça peut être financier, ça peut être en termes d'implémentation, ça peut être en termes de révolution technologique. Est-ce que tu arrives à anticiper ou envisager là où tu voudrais que ton entreprise aille? Hem, oui, la réponse est oui. Actuellement, avec, Certifia, on est très focus sur l'importance de former les entreprises à ces nouveaux sujets. Ouais. La next step sera forcément l'accompagnement qu'il y aura sur le long terme de ces entreprises. Qui va accompagner ces équipes? Est-ce que le poste de Chief AI Officer va voir le jour ou pas? Et c'est peut-être déjà le cas. Ouais. Je pense qu'on va s'approcher un peu de ces modèles-là. Je pense aussi qu'il y a des régions qui vont avoir un petit peu de retard dans cette adoption. L'idée, c'est de se servir de ce qui s'est passé il y a 25 ans avec internet pour ne pas reproduire les mêmes schémas. C'est OK, aussi là-dessus qu'on travaille, avec excellent, Certifia. excellent. Donc aujourd'hui, vous êtes trois cofondateurs, 3 actionnaires. Comment vous vous êtes, connus et comment l'idée vous est venue de créer Certifio en premier et ensuite Certifia? Hem, En effet, on est 3 cofondateurs, on n'est pas 3 copains, de base. On fait pas partie des mêmes cercles d'amis. On s'est vraiment retrouvés, par le travail. Tous les 3 du même âge. On a tous les 3 28 ans, tous les 3 profil business. OK. Quand j'étais en VC, l'un de mes cofondateurs était en M&A et l'autre aussi, était déjà en entreprise. On s'est retrouvés sur, Certiféo qui est un peu notre première aventure. Je pense que le dénominateur commun de nous 3, c'était la profonde envie, d'entreprendre, de faire quelque chose, de porter un projet. On était tous les 3 très admiratifs, de grands entrepreneurs et nous, on rêvait de ça. Donc on a démarré sur Certiféo, un peu à la one again, hein, comme, plein d'entrepreneurs. On avait tous les 3 déjà entrepris nos premiers petits business étudiants, Ouais. donc on ne découvrait pas. Je dirais qu'on avait à ce moment-là, les dents assez longues, mais les compétences techniques pas encore assez affûtées
et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés, sur Certiféo. Mais c'est quoi le déclic de se retrouver, par exemple, avec ces 2 connaissances? Parce qu'on ne parle pas d'amis, hein, c'est des connaissances professionnelles, si j'ai bien C'est entendu? bon, je dirais quand même un peu plus que des connaissances, des copains, mais pas de nos cercles de tous les jours. Et comment ça se passe? Vous êtes autour d'une table avec une bière et les gars, on va refaire le monde, Bah, c'est quoi le processus? en réalité, sur la toute première, ma toute première aventure entrepreneuriale qui s'appelait La Grande École quand j'étais en dernière année, d'études à l'EDEC, Hugo, donc l'un de mes cofondateurs aujourd'hui, m'a rejoint, et c'est lui qui pilotait toute la machine de vente, de La Grande École. C'était déjà je travaillais déjà sur des sujets de montée en compétences et d'éducation, sujets que regardait également Gary, le troisième cofondateur. Ouais, Donc en effet, ça a démarré par une bière, le jour où Gary m'a dit: «Salut Léo, ça dirait qu'on prenne un verre?» Donc en effet, ça a démarré, par une bière, et les discussions se faisant, on s'est dit: «Attends, mais est-ce qu'il y a pas un sujet, à construire tous les 3?» Donc on a tous les 3 continué notre petit chemin en se disant: «Attendez, est-ce qu'on se retrouve pas un jour quand on est assez mature sur un même projet?» Et on s'est tous les 3 au bout d'un moment posés, on a dit: «OK, stop, on se retrouve sur Certiféo», et on a démarré comme ça. et vous avez fait un capital social, en fonds propres? Vous avez levé des fonds? On a tenu à rester bootstrap depuis le début, Certifia et bootstrap aussi. On n'a pas voulu aller chercher de fonds. Pourquoi? Parce que déjà, heu, on avait tous les 3 généré un petit peu de cash sur nos entreprises, précédentes. Moi sur la grande école, Gary sur ses activités, Hugo aussi. Mmh. Donc on a démarré comme ça, avec un petit apport chacun. OK. On était aussi, et je pense que on l'oublie trop aujourd'hui dans la conception de création d'entreprise qu'on a, c'est que nous, on était sur des modèles de boîtes rentables. OK. Certifia comme Certiféo est rentable depuis le jour 1, et ça fait partie de notre modèle, et on était parfaitement lucide, dessus. OK. On n'était pas sur, des modèles, fortement, gourmands en cash, dans leur stratégie, et voilà. OK. Et comment, la dynamique entre 3 cofondateurs? Alors moi, la boîte aussi, je l'ai créée avec un cofondateur. Ce qui est marrant, c'est qu'on a divorcé, on s'entendait plus, notamment pour des raisons financières. Justement, la question que je veux transposer vers toi, c'est, comment construire de la bienveillance, de l'écoute, du partage avec 3 cofondateurs? Parce que j'imagine que peut-être vous n'avez pas fait le même apport en capital social, peut-être que vous ne mettez pas le même effort, peut-être que parfois il y a des divergences d'opinion. Comment tu te places toi par rapport à ces 2 autres cofondateurs aujourd'hui? Ouais, déjà, pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que déjà qu'un divorce, c'est, une source d'apprentissage absolument énorme, sur, comment tu conçois comment l'association et une création d'entreprise. C'est le premier point. Et sinon, comment nous, on s'est un peu protégé de tout ça, et comment on le fait aujourd'hui? Je dirais que ça se construit, au fur et à mesure de l'avancée de la boîte. On arrive, donc en effet, pour te répondre, on a tous les 3 le même apport dans la boîte. OK. Heu, on a des rôles qui sont assez, Spécifique, qui sont ouais. spécifiques, donc on se marche pas du tout dessus. Mais pareil, ça s'est construit au fur et à mesure du temps. Quand tu montes ta boîte au jour zéro, jour un, tu sais pas Bien sûr. exactement quelles seront tes tâches et celles de ton associé. Du coup, Ouais, parfois, ça se construit. Je pense que c'est aussi à ce moment-là que le pack d'assaut, doit être mentionné, absolument. et pas plus tard. C'est pas Ouais. quand tu fais du cash qu'il est mentionné. Non, je suis d'accord. Hem, j'ai peut-être oublié comment répondre à certaines de tes questions, mais si je un gros point, c'est qu'en fait, faut aussi accepter, les désaccords, accepter les disputes, Ouais. accepter, les prises de tête. Le sujet, c'est comment on sort d'une prise de tête, comment on sort d'une dispute. Est-ce qu'on a la maturité pour pour continuer de parler avec son asso, Ouais. heu, sobrement? Hyper important de distinguer le pro du perso, même si Absolument. c'est pas facile, hyper important. Heu et voilà à peu près tout. Et dernier point aussi, la chance qu'on a, c'est que, tu parlais de ton expérience avec, un associé. Nous, on est 3, et Ouais. forcément à 3, heu, il y en a toujours un qui va trancher dans les Ouais. désaccords ou pas, Ouais. et surtout en termes de tempérament, on a 3 tempéraments assez distincts dans la OK. boîte, entre Gary, Hugo et moi. De coup, pour sûr, Hugo est le plus gentil de nous 3, le plus bienveillant, Ouais. et donc forcément il fait bien l'entre-deux Fait entre Gary et moi. l'intermédiaire. Exactement. Et bon, j'imagine qu'il y a eu des hauts et des bas, mais on va pas rentrer dans le détail de tout ça. Juste aujourd'hui, qui c'est qui porte la boîte en tant que PDG?
C'est une bonne question. C'est Gary qui est PDG de Certifia, et après on a des postes de D'accord, DG et le troisième je sais plus ce que c'est, OK, mais pour autant, tu vois, c'est paradoxalement, c'est Gary qui est PDG sur les papiers parce OK, qu'on vou et d'ailleurs on y tenait tous les 3 à ce que Gary, garde le rôle de PDG, heu et cependant Gary est CFO, OK, en termes de titre et ouais. son rôle sur la boîte. Voilà, il a tenu lui à garder le rôle de CFO sur la boîte Et toi, ton rôle du coup, qu'est-ce que tu fais au quotidien? et ce que déjà, je réponds, au titre malheureusement que j'ai sur la tête, je sais plus comment le formuler, mais de CEO de Certifia. OK, Je m'occupe, grossièrement, de tous les talents avec lesquels on travaille, donc forcément nos recrutements, l'équipe de formateurs avec laquelle on bosse, j'essaye de la coordonner, OK. les consultants sur les sujets d'automatisation aussi, j et grossièrement, je travaille en effet sur tous les enjeux de stratégie, et de développement de certificats à 3 mois, 6 mois, 1 an et forcément des nouvelles régions qu'on développe comme j'ai pu te mentionner, Ouais, aussi Guyane. Bah, ça fait un peu partie de mes OK. sujets. Alors Léon, on va se refocus sur toi. Heu, Aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ton entreprise, à devenir entrepreneur et notamment un entrepreneur dans le domaine de l'IA? Qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, peut-être universitaire ou professionnel, tu en es, là où tu en es aujourd'hui? Très simplement, j'ai toujours eu, cette envie de créer et de gérer mon projet. Ça a toujours été mon ambition d'avoir sur les épaules un projet que je porte, et desquels duquel je ne il n'y a que moi qui pourra en tirer les efforts, les bénéfices, les galères et j'en passe. Donc ça m'a toujours habité, entreprendre. On parle aujourd'hui de certificat, je peux parler de 1000 projets nuls, nullissimes que j'ai pu créer, j'ai fait plein de trucs, à mon propre compte. Je donnais des cours de boxe tout seul, OK. je petit, bien entendu, j'ai déjà vendu du muguet, j'ai déjà, sonné aux portes, j'ai absolument tout fait et donc en fait, quand tu réfléchis, quand tu as 28 ans, tu te dis: «Attends, mais ce que j'ai fait avant?» En fait, je pense que ça fait vraiment partie d'une ADN de dire: «Attends, mais je veux créer ma boîte». Je pense que ça se lie assez tôt. Ouais. Heu, Après pour parler de mon cas précisément, il se trouve que je travaille mon premier projet entrepreneurial, c'était à l'EDEC, comme je te l'ai dit, Ouais. en dernière année d'EDEC. Pourquoi? Parce que j'étais en effet un étudiant comme les autres. Seulement, quand tu arrives en fin d'études, tu es à ce moment de ta vie où tu es pas encore dans le monde pro, tu es encore étudiant, mais tu as profondément envie de gagner ta vie, de créer une Ouais. boîte, de faire du cash, de construire quelque chose. Donc moi, je l'ai fait en dernière année d'EDEC. C'était peut-être un petit peu tôt ou pas, peut-être tard pour d'autres. Moi, c'était ma première vraie boîte avec des vrais papiers déposés, c'était à ce moment-là. Et il se trouve que derrière, je suis passé par du VC. J'ai travaillé pour un VC spécialisé OK. sur les sujets EdTech et Future of Work. OK. Donc forcément, c'est un peu par là que j'ai découvert, des magnifiques boîtes, sur le Mmh. sujet de l'éducation et le futur du travail. Et du coup, au bout d'un certain temps, à force de lire des decks et de voir des magnifiques boîtes lever des fonds et avoir des super missions, bah, forcément tu te dis: «Attends, mais pourquoi pas moi? Ouais. Pourquoi je montrais pas la mienne?» Ouais. Je m'intéresse souvent, tu sais, aux valeurs qui différencient le salariat, l'employé de l'entrepreneur, hein. C'est vrai qu'on est sur 2 profils différents, heu et notamment, c'est souvent peut-être un système de valeurs qui est différent. Peut-être la sécurité pour le salarié, hein, vraiment pour résumer. Peut-être l'indépendance aussi ou la liberté financière pour l'entrepreneur. Est-ce que toi, justement, quelles sont tes valeurs en tant qu'entrepreneur et quelles sont les valeurs qui t'ont poussé à prendre des risques, hein? Parce que l'entrepreneuriat, bah, en fait, quand tout va bien, que ta société génère du cash, on a l'impression que c'est facile pour toi. Tu es ton patron et cetera, tu génères du cash, tu es tranquille. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est beaucoup d'obstacles, beaucoup d'échecs, beaucoup de craintes. Comment tu te places justement dans ce système de valeurs qui te pousse à être l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Déjà, je suis assez d'accord sur le fait que, pardon, je réponds dans un second temps à ta question, mais je suis assez d'accord sur le fait que l'entrepreneuriat, c'est avant tout des craintes, des galères, des angoisses, des préoccupations, auxquelles on ne songe même pas quand on est, en CDI ou quand on est étudiant, premier point. Ensuite, les valeurs qui, moi, m'ont poussé, je pense qu'en effet, c'est vraiment les notions d'indépendance dans mon travail, et surtout d'autonomie, et peut-être je suis pas réfractaire à l'autorité. Par contre, en effet, de respecter des règles auxquelles je n'adhère pas ou que je ne comprends pas forcément,
ça fait pas partie de mon ADN. J'ai jamais eu cette façon de travailler, comme, Mojo. Mmh. Donc forcément le corollaire, c'est un peu de se dire: «Attends, mais qu'est-ce qui me correspond?» Et tu te retrouves en effet, sur, le fait de monter ta propre structure. Il y a un sujet dont on parle pas très souvent, mais que j'adore aussi, c'est, l'intrapreneuriat. Ouais, Parce que ça vient lisser beaucoup de risques liés à l'entrepreneuriat, ouais. mais sur lequel tu retrouves quand même plein d'avantages. C'est tellement intéressant. Moi, j'aurais adoré qu'on en parle même un peu plus jeune. L'intrapreneuriat, c'est hyper Absolument. intéressant. Ouais, non, je trouve ça bien, en fait, c'est ouais, ouais, absolument, c'est le enfin, pour ceux qui est la première fois qu'ils entendent ce terme, c'est le fait d'être, tu me corrigeras si je me trompe, mais d'être un pardon, j'ai du mal à m'exprimer, d'être un entrepreneur au sein même de sa boîte et de Exactement, proposer un produit innovant ou un service innovant. exactement. Par exemple, ça veut dire potentiellement, de bosser avec des gens qui ont une structure créée parfois depuis 20 ans, qui tourne déjà super bien, avec des profils hyper expérimentés sur leur sujet, Ouais. qui vont vouloir développer, par exemple, une verticale ou une petite boîte au sein de l'entreprise et du coup, qui vont avoir besoin, en effet, d'un chef de file pour porter le projet et c'est ce qu'on appelle un intrapreneur et je trouve ça fabuleux. Moi, Ouais. j'aurais adoré qu'on en parle quand j'étais plus jeune. Ouais, absolument et je pense que, enfin, pas toutes les boîtes permettent, justement cette liberté, mais il y a des boîtes, par exemple, enfin, très Silicon Valley, à la Google, par exemple. Je sais que tous les vendredis, ils ont une journée libre où ils peuvent travailler ou développer des projets comme ça de façon totalement, flexible et c'est là que les talents sortent et c'est là qu'il y a des produits innovants qui sortent. Ah énorme, je savais pas du tout et Ouais, je crois que c'est incroyable. tous les vendredis après-midi ou tous les vendredis, en fait, tous les salariés ont le champ libre. Il y en a qui peuvent jouer au baby-foot, d'autres à la Xbox, d'autres dessiner et d'autres qui peuvent se lancer justement sur des projets entrepreneuriaux. Ah incroyable. Donc je pense que c'est une bonne culture d'entreprise en tout cas à intégrer. Hem, donc juste, toi étudiant, qu'est-ce que tu fais quoi comme études? Quel type d'étudiant tu étais? Et justement, qu'est-ce que tu as étudié? Ah moi, je suis le profil, acharné, profil d'étudiant acharné. Concrètement, moi, je suis passé par les classes prépa, donc j'ai fait mes classes prépa à Paris, prépa ECE. J'ai intégré l'EDEC donc pour, 4 ans. OK. Je précise, en rigolant, je disais, hein, étudiant acharné parce que j'étais vraiment dans le mood, prépa. Moi, je suis rentré en prépa en demandant un internat, donc je voulais vraiment me couper, pour, j'ai toujours conçu, en fait, ma façon de vivre comme ça. Je J'entrais en prépa, je voulais être à 300 en prépa, OK. avoir un rythme prépa, donc lever tôt, coucher tôt, un rythme de vie assez équilibré et cetera. Par la suite, EDEC, donc tu vois, tout ce que tu prends en prépa, donc rythme sérieux, équilibré et cetera, bah, tu prends tout, tu mets à la poubelle Ouais. et tu arrives un peu dans la vie étudiante où du coup tu goûtes à des nouveaux sujets, tu rencontres des nouvelles personnes, Ouais. tu découvres énormément de choses en école. Tu développes beaucoup, beaucoup de soft skills, je pense dont on ne parle pas forcément tout le temps, Ouais. heu et voilà un peu comment moi j'ai conçu donc tout de suite, donc EDEC forcément à Lille, donc moi j'ai découvert, une nouvelle ville avec des nouvelles personnes. Voilà, Incroyable l'île. incroyable Les en gens effet. sont Tu connais? chaleureux là-bas. Tu connais Lille? Ouais, enfin, j'avais mon ex, copine qui habitait à Tournai. À Tournai, C'est en OK. Belgique, OK, OK, juste OK. près de la frontière. Donc on allait souvent à Lille, en tout cas. Et quand tu étais en prépa et dans cette école, tu avais tout de suite l'ambition d'être un entrepreneur? Hein, tu me parlais de vendre des muguets, des choses comme ça, ou tu avais un petit peu l'ambition d'un job, de type salarié? Et non, d'aussi loin que je puisse m'en souvenir, je sais par exemple que, j'avais des vues par exemple, sur HEC ou sur, l'EM Ouais, parce qu'ils avaient des programmes entrepreneuriaux, parce qu'ils te permettaient, de bosser sur ta boîte pendant 6 mois et cetera et moi ça m'a toujours en effet habité, et quand tu es en école, tu as toujours ce rapport, à faire entre le risque que tu prends à sortir, un peu des rangs en disant: «Attends, moi je veux pas suivre de grosses carrières, ouais, je veux monter ma boîte» versus, quand même, tu passes à côté de quelque chose et donc je me suis dit: «Attends, mais qu'est-ce qui m'intéresse vraiment moi?» Et c'est pour ça que je suis retombé sur du VC OK. parce que c'était le parfait entre 2 Ouais, entre, en effet, tu as un pied dans le game, entrepreneurial et start-up, mais c'est vrai. tu restes du côté fond. J'ai adoré ce que j'ai fait Ouais, et seulement vient un temps où tu te dis: «OK, mais à quelle team je veux appartenir?» ouais, Et à ce moment-là, je sais que moi, toute ma prise de décision s'est faite déjà par le fait que je discutais avec Hugo et Gary, mais surtout parce que je me suis dit: «OK, j'ai un peu le cran d'entreprendre maintenant parce que je suis jeune
est-ce que j'aurai le cran d'entreprendre, à 30 ans passés avec, des enfants, potentiel crédit sur la tête et j'en Mmh. passe. Là, je pense que la notion de risque, tu la conçois complètement différemment et je me suis dit: «Attends, j'ai le luxe de pouvoir prendre le risque, maintenant, j'y vais». Absolument. Et si on passe quelques années avant, justement l'adolescence, qu'est-ce qui te passionnait? Qu'est-ce qui t'animait pendant ces temps-là? Adolescence, j'ai toujours été branché, sport à fond. Ouais. Heu, Plusieurs disciplines, mais toujours dans la recherche de j'ai toujours fonctionné par objectif. Petit, OK, je j'ai fait de la course, OK, bah, d'abord je fais un 10 kilomètres, OK, une fois que c'est checké, qu'est-ce qu'il y a? Bah, un semi-marathon, OK, c'est checké, qu'est-ce qu'il y a? Un triathlon, OK et ainsi de suite. J'ai toujours fonctionné comme ça, que ce peu importe les disciplines. Donc moi, comme tu l'as compris, je suis très axé, course, je fais beaucoup de sports de combat aussi, j'ai Mmh. toujours adoré ça et c'est un peu les sujets qui m'ont animé, voilà, quand j'étais jeune, très, très tourné autour des sports. Et aujourd'hui, tes parents, quand ils ont le visu sur tout ce que tu as fait et l'entreprise que tu es en train de créer, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Déjà, ils sont très contents, de voir le développement de Certifia, mais je dirais déjà, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui m'ont fait confiance. Dès le début, quand je leur ai dit: «OK, je veux monter ma boîte», ils m'ont fait confiance dessus. Après, je pense qu'il faut se méfier de ça, enfin, quand on est jeune, il faut accepter, la crainte de ses parents. De En fait, il faut accepter le fait qu'ils ils ont souvent des préoccupations qu'on n'a pas quand on est jeune, qu'on est complètement à l'ouest parfois. Ouais. On se dit: «OK, non mais moi je veux monter ma boîte». OK, doucement. Tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais, enfin, et grossièrement, il faut pas oublier à quel point nos parents ont un rôle bienveillant dans tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont accepté ma prise de risque. Ouais. Mais je dirais qu'une fois que le pari est pris, de dire: «OK, je prends le risque de le faire», c'est bien de poser les conditions. Moi, d'ailleurs, tout de suite, mes parents, je leur ai dit: «Voilà, en effet, je prends le risque. Voilà le récap que je vous ferai dans 3 mois, dans 6 mois. Voilà les engagements que je tiens. Si c'est pas fait, dans tant de temps, voilà mon plan de secours, voilà ce que je fais». Et moi, je leur ai un peu présenté les choses comme ça. OK. Je pense que c'est une bonne façon de faire et après c'était un travail de séduction parce que Bien sûr. j'avais pas du tout j'avais leur approbation au début certes. Ouais. Maintenant, est-ce qu'ils en étaient fiers au début? Je ne sais pas et ça se gagne et en prouvant, en montrant qu'on se développe bien et forcément plus souvent c'est mes clients qui en parlent mieux que moi et ça c'est des Ouais. éléments rassurants. Ce que j'entends dans ton parcours, c'est un profil, passionné avec des valeurs de l'entrepreneuriat, d'indépendance, de liberté financière, de curiosité également. J'ai pas entendu un profil tech et si tu veux, je vais te poser la question. Aujourd'hui, c'est vrai que tu es dans une branche qui est très tech. Hem, Est-ce que tu l'avais ce profil tech ou est-ce que tu l'as acquéri? Je ne l'avais pas. Acquis, pardon, ça c'est pas acquéri. Acquis. Je ne l'avais pas du tout et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Non seulement je n'ai pas un profil tech, je ne sais pas développer. Mes associés ne sont pas des profils tech et ne savent pas développer. Par exemple, ça fait pas partie de notre champ de compétences. Par contre, assez vite, on a toujours su, s'entourer, dès le début et moi aussi. Donc, d'isoler en fait tes faiblesses, tes cartes manquantes, Ouais, et en fait de qui tu as envie de t'entourer. Là, on parle de sujets tech, mais on pourrait aussi parler de sujets market, ouais, ou de sujets de com. Concrètement, aucun de nous 3 n'a d'œil affiné sur des sujets de communication et ouais. c'est une compétence tellement importante aujourd'hui et pareil, c'est des sujets sur lesquels tu te dis: «OK, mais de qui je peux m'entourer?» Donc sur les sujets tech comme sur d'autres, je Bien pense que sûr. l'important c'est de savoir isoler ses points faibles et d'accepter ses points faibles pour se dire: «Attends, j'ai la bonne personne ou je sais avec qui j'aimerais bosser». Ouais, d'accord. On n'a pas besoin d'être compétent en tout, mais en tout cas de savoir s'entourer de personnes qui sont compétentes. Tu, Parce que ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi Certifio à Certifia? Est-ce que c'était en mode businessman, les gars, il y a une vraie demande au niveau de l'IA, on va se lancer dedans, ou c'était plus en mode autour d'une bière, tu as vu ce qu'il est capable de faire ChatGPT, viens, on va se positionner sur l'IA? Non, business. Ma réponse est Business? business, 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 business. En fait, on est arrivé un peu au bout d'un chemin sur Certiféo. Ouais, On a amené l'entreprise suffisamment loin, pour se dire: «OK, est-ce qu'on a envie d'autre chose?» Et à ce moment-là, nous, on était absolument passionnés par les sujets d'IA générative.
et ça faisait déjà partie de notre quotidien Ouais. et en fait, c'est vraiment tombé sous le sens. On s'est dit: «Mais enfin, c'est des outils qu'on ne peut pas ne pas concevoir de programme de formation Ouais. ou en tout cas ce qu'on sait faire, on est obligé de l'appliquer à ces outils» et pour ça, notre cible, c'est pas le particulier, c'est vraiment d'aller s'adresser à des entreprises Je et c'est aussi simple que ça. Mais je pense en effet qu'il y a deux trois bières qui se sont, calées, dans toutes ces réflexions. c'est souvent comme ça la jeunesse, non? En effet. Moi, je me souviens d'une idée d'entreprise de Galiléo, là, pour lequel on travaille aujourd'hui, c'était tout simplement sous la douche. Hein, le lendemain d'une cuite, la douche chaude et l'esprit s'éclaire, on va dire. Et donc, voilà, dans ces circonstances, on peut trouver des idées C'est intéressantes. énorme la douche, pas mal. Euh, oui, tout à l'heure, on parlait de la certification, notamment sous la blockchain. OK. Est-ce que tu veux en parler? T'avais deux, trois anecdotes ou quelque chose à apporter à ce niveau-là? Je pense pas avoir, malheureusement d'anecdotes à apporter, franchement non, j'ai peur de buter sur la Non, mais je question. veux dire, enfin, tout à l'heure, on voulait en parler. Est-ce que tu connais une société justement qui fait ça? On s'est Ouais, mais c'est très anecdotique, mais en effet, on s'était fait approcher par une société qui développait, qui D'accord. travaillait sur ces sujets, de diplômes, et de certification sur la blockchain. Ok. Ça faisait sens pour nous parce qu'on travaillait donc avec Certifio sur des formations systématiquement certifiantes. Ouais. L'enjeu, c'est de comprendre, heu, où vont ces certifications. L À ce moment-là, ça faisait pas sens pour nous de bosser avec cette boîte-là parce que tout simplement que, on a ce qu'on appelle aujourd'hui un passeport de compétences qui Ouais. existe déjà, Ok. et voilà. C'est un truc quoi, réglementé par Exactement, l'État, exactement, standardisé. exactement. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, que ce soit au niveau personnel, professionnel? Déjà une très bonne santé, Ouais. et en vrai de vrai, ju juste d'être, heureux, peu importe la situation. Là, en effet, ça se passe super bien sur Certifia, donc tant mieux. Continuer d'être Ouais. toujours aussi, heureux dans ce qu'on fait, peu importe le sujet sur lequel on bosse et déjà heureux et en bonne santé, la suite, je sais qu'on composera plutôt bien. Absolument. J'imagine que, enfin, l'entrepreneuriat, on parlait tout à l'heure que il peut y avoir des réussites, mais aussi des échecs qui peuvent apporter du stress, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes juridiques, des problèmes avec des employés ou des choses comme ça. Comment tu le, comment tu te ground par rapport à ça? Comment tu traverses l'entrepreneuriat avec la tête haute et comment tu avances? En prenant des échecs, en prenant, des accidents, en surmontant des galères et en tout cas pour ma part, il y a que comme ça que Ouais, tu deviens assez, imperméable, aux micro galères, aux micro événements, même parfois pas micro, ouais. parfois c'est des gros événements, mais il y a que en surmontant des vraies grosses épreuves qu'en fait, une fois que tu as surmonté une vraie énorme galère, bon Je suis d'accord. derrière bon, Parce que j'imagine que parce qu'en fait, tu as l'air vraiment positif, etc. Mais j'imagine que tu as dû avoir des galères des aussi. maxi énormes, Ouais. et je rajouterais même un maxi galère. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu vas en partager une par exemple? S'il y a des sujets sur lesquels, je peux pas trop parler encore aujourd'hui, mais on a surmonté en effet avec, Hugo et Gary, mais c'est aussi pour ça qu'on est hyper soudés. Ouais, On a surmonté des vrais maxi galères. ouais. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on a une telle entente aujourd'hui, on a appris à bosser. On s'est d'ailleurs plein de fois disputés, hein, nous 3 et OK. c'est important à rappeler. Tout à l'heure, on parlait de l'entente, on s'est disputés plein de fois. Mais en fait, on sait avoir des désaccords. Aujourd'hui sur Certifia, en termes de galère, l'idée c'est que bah, tu sais quoi? Même pour l'anecdote, l les le début de Certifia était une énorme galère. Énorme, énorme. Oui, tu en parlais tout à l'heure des clients Exactement. qui ont inscrit l'ADN de votre entreprise. Exactement. En fait, c'est une vraie story, hein. C'est nos 3 premières sessions de formation, donc nos 3 premiers clients. On n'a absolument pas travaillé notre, 1er cercle au début, donc c'est vraiment 3 clients qu'on ne connaissait pas du tout, sur laquelle du coup on avait à partir du 27 mars du coup, date d'anniversaire de Certifia, c'est aussi le 27 mars, c'est aussi la date d'anniversaire de notre première énorme galère. OK. Pourquoi? Je vais y venir juste après, mais en gros, nos 3 premières sessions de formation se sont, plus bien passées pour notre client, mais très mal passées pour nous.
Donc OK. l'essentiel, c'est que les clients étaient hyper contents. Par contre, pour nous, ça a été donc si tu veux que je te raconte les 3 épisodes en 30 secondes. La première session de formation, on a bossé avec un formateur, qui a complètement surpricé son intervention et surestimé peut-être ses capacités. Ouais. Donc comme si je te dis, tu passes d'une facture, d'un certain montant à ce même montant fois 5 Ouais. et seulement c'est voilà, ça nous a été imposé, on voulait pas trop rechigner, premier point. Et du coup, pour la suite, tu te dis: «Mais attends, mais comment je peux faire en sorte que ça n'arrive plus?» Deuxième point, 2 point, c'est, maxi cabinet de gestion de patrimoine qu'on doit former, un lundi et un samedi soir à 18h, la formatrice en question ou le formateur parce que je dirais absolument pas de nom ou de genre voilà, Ouais. nous envoie, samedi à 18h, «Hello les gars, finalement j'ai réfléchi, je formerai pas lundi». Donc il nous reste, bien entendu, dimanche pour trouver une solution et à partir de ce moment-là, la personne a coupé d'ailleurs son téléphone, on ne pouvait plus ni OK. même répondre à ce message. Donc ça, c'est la deuxième session de formation et la troisième, quelle était-elle? Troisième session de formation, heu, 3 session de formation, c'est sur un formateur en effet, qui nous a pas lâché. Ah oui, c'est sur un formateur qui tenait absolument, à utiliser, un seul et même outil, donc voilà, c'était Copilot, Ouais. pour une équipe qui tenait à être formée sur Chat. OK. Et du coup, le formateur, a tenu à former sur Copilot, alors que c'était pas les attentes du Ouais. client et en fait, ces 3 anecdotes, aujourd'hui, font parfaitement partie de l'ADN de Certifia et de la méthodologie de formation qu'on a. Les 3 problèmes que je viens de te citer, pour les formateurs avec lesquels on travaille, on a une relation qui est, absolument incroyable, en termes d'entente. Et on travaille que sur la base des feelings qu'on a avec les gens. Ils sont protégés par un contrat béton armé, on est protégé par ce même contrat. Ouais. Donc ça, c'est la réponse à la première session. Heu, En termes d'attente, dans notre méthodologie de formation, je te disais qu'on a systématiquement un call de cadrage entre le programme qu'on a conçu et l'équipe, qu'on va former. Concrètement, c'est pour éviter, le moindre désaccord ou ne pas répondre aux attentes. On veut être sûr que 100 des choses sont cadrées en amont. Ouais. En fait, les 3 événements que je viens de te citer, nos 3 plus grosses galères, nos 3 premières interventions, aujourd'hui, on en a fait une force et ça Ouais. fait vraiment partie de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, De la merci. philosophie, ouais, de Exactement. Donc, OK. merci à toutes les personnes qui nous ont, imposé ces galères-là parce qu'en vrai, ils nous ont rendu service. Absolument. Il y a pas d'échec, il y a que des expériences et Exactement. on Pas construit à d'échecs, partir de là. que des apprentissages. Exactement. Super, est-ce que tu as une dernière, remarque pour conclure cette interview? Une dernière remarque pour conclure, l'interview. Bah, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Merci d'être pour venu. cet échange que j'ai adoré. Ouais, c'était cool. Et une dernière remarque, non, bien entendu, formez-vous, à l'usage de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas si vous voulez nous écrire, certifia.fr, certif-ia.fr. Mmh. On est ultra joignable, ça aussi, ça fait partie de notre ADN. Vous tomberez toujours sur Hugo, Gary, ou moi et suivez nos petites aventures, parce qu'on avance très, 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 très vite. Super Léo, merci beaucoup.